c'est sur Public Sénat, dimanche à 9 h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, la procédure d'urgence a été rebaptisée procédure accélérée. Quand le gouvernement décide d'engager la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi, cela veut dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture par assemblée. C'est une procédure un peu délicate parce qu'elle interrompt le débat parlementaire. Ça veut dire que les débats sont nécessairement moins approfondis, qu'on essaie dès le début de la discussion de trouver des solutions de compromis. Et c'est aussi une procédure suffisamment délicate pour que l'on ait prévu dans la Constitution que les parlementaires puissent s'y opposer, puisqu'il est possible en conférence des présidents de refuser que le gouvernement mette en œuvre cette politique de procédure accélérée. Pour lever la procédure accélérée sur un texte, il faut qu'il y ait une demande commune du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement peut décider de cette procédure accélérée sur n'importe quel texte. Le gouvernement, les ministres, leurs collaborateurs disent notre texte est bon, il faut donc l'adopter le plus vite possible. Et vous avez, du côté du Parlement, et de plus en plus depuis la révision de 2008, un certain nombre de sénateurs et de députés qui disent le gouvernement dit que son texte est bien, bon, mais c'est à nous de l'expertiser, c'est à nous de le discuter. Donc nous n'aimons pas la procédure accélérée. Il faut aller vite parce qu'on veut un résultat politique, en tout cas pour la majorité, et il faut prendre son temps parce qu'on sait qu'une loi, si elle est discutée trop vite, est moins bonne que si elle est discutée tranquillement. D'autant que les lois adoptées après engagement de cette procédure accélérée ne sont pas appliquées plus rapidement que les autres. La procédure accélérée n'a en effet aucune incidence sur la parution des décrets d'application. Bonsoir à tous, deux rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18 h. Patrick Devedjian, le ministre de la Relance, sera notre invité. Également avec nous, Jean-François Dorido, directeur général d'Ipsos, qui révèle que Dominique Strauss-Kahn est devenu la personnalité préférée des Français. À 18 h 30, terrain politique à Saint-Quentin, où l'invité de Gilles Leclerc sera Xavier Bertrand. Tout de suite, le journal. Le 18 h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mardi 19 janvier. Voici les titres. Tir de barrage de la gauche à l'heure où le Sénat entame le débat sur la réforme des collectivités locales. Le PCF envoie des manifestants ceints de l'écharpe tricolore devant le palais du Luxembourg. 600 000 chômeurs devraient perdre toute indemnité en 2010. C'est d'abord l'affaire des partenaires sociaux, selon le gouvernement, qui néanmoins abordera le sujet lors de la réunion sociale prévue à l'Elysée le 15 février. Gauche et syndicats en appellent à la solidarité nationale. Double rémunération pour Henri Proglio, contrairement aux promesses initiales. 2 millions d'euros annuels, dont les 3/4 au titre de patron d'EDF, le reste comme président du conseil d'administration de Veolia. Les premiers Marines américains se sont posés aujourd'hui en hélicoptère à Port-au-Prince pour sécuriser la distribution de l'aide. Par ailleurs, des rations alimentaires ont été larguées aujourd'hui sur la capitale. La France reconnaît officiellement le rôle prépondérant des États-Unis en Haïti, communiqué de l'Elysée et déclaration de Nicolas Sarkozy à Saint-Denis de la Réunion pour saluer la mobilisation exceptionnelle de Barack Obama et l'étroite collaboration avec la France. De moins en moins de miraculés sont retrouvés dans les décombres alors que les survivants restent aux abois. Manifestation d'élus et de militants communistes ce matin devant le Sénat, dépôt avec les socialistes d'une motion référendaire pour soumettre la réforme territoriale à un référendum. L'opposition monte au créneau, mais des élus de la majorité expriment aussi des réserves sur le mode d'élection des futurs conseillers territoriaux. Le dossier avec Flora Sauvage.
Au Sénat, la colère gronde. À l'appel du Parti communiste, des élus locaux se sont donné rendez-vous pour manifester devant la Haute Assemblée. Principal point de friction, le mode de scrutin des conseillers territoriaux qui vont remplacer conseillers généraux et conseillers régionaux à partir de 2014. Le texte prévoit un scrutin uninominal à un tour avec une petite dose de proportionnel à hauteur de 20%. Le choix du gouvernement quant au mode de scrutin pour l'élection des futurs conseillers territoriaux est une régression énorme par rapport aux progrès faits depuis une décennie en matière de parité dans la vie politique. Seuls 20% des conseillers territoriaux seraient élus à la proportionnelle où la parité est obligatoire. Au sein même de l'UMP, certains sont sceptiques. Nous avons des demandes dans la majorité pour que la parité soit garantie et pour qu'il y ait une diversité d'opinions. Bon, au moment du vote de la loi qui viendra après les régionales, je pense qu'on s'efforcera d'apporter la quadrature du cercle ou la cerclitude du carré. Pour les centristes, le scrutin uninominal à un tour pose aussi problème. Ils ont donc déposé un article additionnel à l'article 1er. Nous pensons qu'il faut dès maintenant préciser qu'il faudra un double vote, un petit peu dans un système qui est un système à l'allemande, où donc une partie des conseillers territoriaux seront élus au scrutin uninominal pour représenter les territoires et une autre partie seront élus à la proportionnelle pour représenter la population. Les sénateurs de l'opposition ont déposé une motion référendaire, mais elle a peu de chances d'aboutir. Le chef de l'État, lors de ses vœux aux parlementaires, a réaffirmé sa volonté d'ouverture. Reste à la traduire dans des actes. La taxe carbone revient demain au Conseil des ministres. Rien ne devrait changer pour les ménages, mais les secteurs industriels les plus polluants seront intégrés au dispositif, soit un peu plus de 1000 sites en France, des secteurs notamment de la sidérurgie ou de la raffinerie. L'évolution du Parti socialiste sur le dossier des retraites, saluée par la CFDT. Aucun débat n'est tabou, confirme aujourd'hui le Parti socialiste, après l'évocation ce week-end par Martine Aubry d'un départ possible à 61 ou 62 ans. Michel Rocard salue également le courage de la première secrétaire du PS. Il sera notre invité demain à 18h et dans un instant, je vous le rappelle, notre invité sera Patrick Devedjian qui pourra également réagir s'il le veut à cette évolution notable du Parti socialiste sur le dossier sensible et très chaud qui s'annonce pour la première partie de l'année 2010 avec la réforme annoncée, vous le savez, par le chef de l'État. Les prochains mois s'annoncent par ailleurs difficiles pour de nombreux chômeurs. 600 000 d'entre eux, victimes de la crise, vont perdre leur droit à toute indemnité. Le gouvernement et les partenaires sociaux se renvoient la responsabilité de ce qui apparaît comme également un des dossiers les plus délicats du moment. Fabrice Cunet. L'inquiétude grandit dans cette association. Ici, on vient en aide aux chômeurs et précaires. Avec l'annonce d'1 million de demandeurs d'emploi en fin de droit cette année, Fabrice Huette parle volontiers de situation d'urgence. Car RSA ou ASS, ces dispositifs ne prendront pas le relais. Les conditions posées, notamment en matière de ressources pour l'allocation du RSA, sont infiniment plus exigeantes que pour le RMI. Il va y avoir les exclus du RSA. Ils auront déjà été exclus de l'assurance chômage, ils le seront aussi du RSA, c'est-à-dire que cette fois-ci, le parachute social aura été coupé et ils tomberont en chute libre. 600 000, c'est le nombre de chômeurs qui pourraient ne bénéficier d'aucune aide dans les semaines à venir. L'opposition tire à la sonnette d'alarme, exemple au Sénat lors des dernières questions au gouvernement. Ces chômeurs en fin de droit sortiront des chiffres du chômage, mais pour entrer dans ceux de la grande pauvreté, il faut tout faire pour éviter qu'ils ne connaissent la spirale infernale, fin de droit, RSA, SDF. De son côté, le gouvernement renvoie le débat et les solutions aux partenaires sociaux et tente de rassurer. La nouvelle convention d'assurance chômage fait bénéficier d'une indemnisation des salariés qui n'y avaient pas droit auparavant, c'est-à-dire ceux ayant cotisé, vous le savez, entre 4 et 6 mois. C'est pour cette seule raison, en réalité, ça n'est pas plus de chômeurs en fin de droit, c'est simplement parce que nous avons modernisé notre système que nous arrivons à ce total. Un groupe de travail réunissant syndicats et patronats s'est constitué. Opposition et associations réclament des mesures d'urgence, à commencer par la prolongation de la durée d'indemnisation. Sur cette question qualifiée de bombe sociale par les syndicats et sur beaucoup d'autres, les réponses tout de suite de notre invité Patrick Devedjian, le ministre de la Relance.
Bonsoir Patrick Devedjian. Bonsoir. Notre partenaire, le nouvelobs.com, a posé cette question aujourd'hui sur son site. Écoutez bien, le plan de relance vous paraît-il efficace? On découvre ensemble les réponses. Oui, 7%, non, 89%, et il y a près de 400 votants. Quelle est votre réaction, Patrick Devedjian? J'ai des doutes sérieux sur la qualité du sondage, permettez-moi de vous le dire. À 89%, ça ressemble un peu à un truc soviétique. Mais quand même, il y a ce petit scepticisme. Est-ce que vous le sentez dans l'opinion? Je vais vous dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les résultats. Et là, je vais vous en donner un. Tout simplement. C'est le chiffre de la récession. Le monde entier est en récession. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, la France aussi. Bon, le chiffre de la récession pour 2009, c'est moins 2,2. C'est pas formidable, moins 2,2. Mais la moyenne de l'Europe, c'est moins 4. Celle de l'Allemagne, c'est moins 5. Et celle de la Grande-Bretagne, que le Nouvel Obs soutenait dans sa politique de soutien exclusif à la consommation, c'est moins 4,6. Ben nous sommes ceux qui faisons le moins mal, si vous voulez pas dire le mieux. Alors que François Fillon a indiqué l'autre jour lors de ce vœu à la presse qu'il allait réévaluer la prévision de croissance pour 2010. Oui, bon, mais ça, je pense que le monde entier va réévaluer la prévision de croissance. C'est pas le plan ça marche un petit peu. Si, le plan de croissance a produit ses effets, mais on a été prudent dans la prévision de croissance pour 2010. Mais moi, je ne fais pas de prévision. Oui. Hein, c'est un art dangereux, disait Pierre Dac, surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais en revanche, je constate les résultats. Les résultats, c'est nous qui avons le mieux résisté à la récession. Alors, je sais pas si ça, je sais pas grâce à qui, hein, mais je sais bien de la faute à qui ce serait si ça n'avait pas marché. Enfin, vous revendiquez votre part de responsabilité avec ce plan de relance. Pour Martine Aubry, il manque toujours des mesures de soutien à la consommation. Et pour elle, le plan de relance le plus important, c'est celui des régions, pas le vôtre. Sur les deux points, qu'est-ce que vous répondez? D'abord, les mesures de soutien à la consommation. Les mesures de soutien à la consommation. Premièrement, il y en avait, et importante. Deuxièmement, la politique de soutien à la consommation que le Parti socialiste voulait, la Grande-Bretagne l'a fait. Elle est à moins 4,6, nous sommes à moins 2,2. On a donc fait mieux, le Parti socialiste s'est trompé. Et il a oublié juste une chose dans son appréciation sur la consommation, c'est qu'il y a en France des stabilisateurs automatiques. Oui. Et que les stabilisateurs automatiques, c'est 30 milliards de plus sur la consommation pour l'année 2009. Donc il n'y a pas besoin d'une politique lourde dans ce domaine parce que nous avons les stabilisateurs automatiques. Bien, et la véritable relance qui serait celle des régions, qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que ce sont d'abord pour vous des partenaires efficaces, les présidents socialistes? Oui, ils ont joué le jeu oui. Et il n'y a pas de reproche à leur faire au regard de la politique de relance. Ils ont joué le jeu et je leur rends cette justice. Mais je dois dire que l'État n'y est pas pour rien non plus. Puisque je rappelle que nous avons voulu les encourager à investir davantage dans l'année 2009 pour permettre une politique de relance et que pour les aider à le faire, nous avons dépensé 3,8 milliards. 3,8 milliards, c'est quand même pas rien, des caisses de l'État en leur remboursant de manière anticipée la TVA qui leur était due. Alors, dans tous les cas, si ce plan de relance peine à convaincre, c'est quand même un signe, ce sondage, même si vous le contestez, c'est que les Français attendent surtout... Vous y croyez, vous, les sondages qui donnent 89% de résultats là, il y avait des trucs comme ça en URSS autrefois. Oui, c'est vrai. Bon, en tous les cas, s'ils peinent à convaincre, d'après cet indicateur que l'on peut contester, comme tous les indicateurs, c'est que les Français attendent une inversion de la courbe du chômage. Est-ce que ce sera effectif dans les mois qui viennent? On est dans une situation mondiale. Vous n'imaginez quand même pas que la France n'est pas sujette à l'ensemble des données économiques mondiales quand même. Alors la France pourrait pas être le seul pays à être en expansion alors que le monde entier est en récession. C'était pas possible ça. Mais maintenant ça va mieux. On en sort lentement, on a mieux résisté que les autres, mais le chômage continue à augmenter. Vous avez raison parce que notre croissance qui aujourd'hui est positive, elle est positive, mais elle est encore trop faible pour produire des emplois. Et on s'intéresse, on l'a vu tout à l'heure dans le journal, au sort des 600 000 chômeurs qui vont perdre leur droit à toute indemnité cette année. C'est un sujet de préoccupation. Je vous propose d'écouter l'interpellation de Stéphane Lardy de Force ouvrière que vient de rencontrer Bérengère Dinglat et vous lui répondez tout de suite après. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, a demandé au président de la République par un courrier le rétablissement de l'allocation équivalent retraite. C'est une allocation qui permet à des chômeurs en fin de droit d'avoir une indemnisation jusqu'à ce qu'ils puissent liquider leur pension de retraite à temps plein, donc à partir de 60 ans.
Ça concerne en 2010 à peu près 26 000 personnes. Que compte faire le gouvernement? Compte-t-il rétablir l'allocation équivalent retraite? L'allocation spécifique de solidarité est une allocation qui bénéficie à peu près à 17% des chômeurs en fin de droit. Force ouvrière a demandé que les conditions d'octroi de l'allocation spécifique de solidarité soient assouplies, puisque comme vous le savez, il faut avoir travaillé 5 ans dans les 10 ans. Nous proposons de passer à 4 ans, voire 3 ans dans les 10 ans. Le gouvernement compte-t-il répondre à cette revendication légitime de justice sociale? Patrick Devedjian, que répondez-vous? Vraiment, la question et surtout la manière dont elle est posée n'est pas à la hauteur de l'enjeu. L'auteur de la question nous soulignait que ça concernait 26 000 personnes et on commence par dire qu'il y a 600 000 personnes qui sont en fin de droit. Donc franchement, le sujet n'est pas à l'échelle. En revanche... Est-ce qu'il faut un bonus pour les chômeurs puisqu'ils sont revenus pour les banquiers? C'est ce que dit le Parti socialiste aujourd'hui. Je voudrais dire d'abord de reprendre le problème un petit peu dans l'ordre. Oui. Aujourd'hui, maintenant, nous avons le RSA. Et le RSA, évidemment, a pour objet de soutenir les personnes qui sont le plus en difficulté. Donc, en réalité, il y a 1 million de personnes qui sont en fin de droit. Mais sur ce million, il y en a 400 000 qui sont dans une situation plus difficile que les autres. Et le dispositif actuel entre le RSA et l'allocation de solidarité spécifique en prend 400 000. Alors, les 600 000, c'est un vrai sujet, naturellement, oui. C'est un vrai sujet. Premièrement, je rappelle quand même que c'est du domaine des partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'il appartient au MEDEF et aux syndicats d'avoir une discussion à ce sujet. Mais le gouvernement ne peut pas s'en désintéresser. Et je rappelle également que les syndicats ont rendez-vous avec le président de la République le 15 février. Et le sujet sera abordé. Le sujet sera naturellement abordé. J'espère donc que dans leur discussion avec le MEDEF, les syndicats auront avancé. D'accord, et peut-être le gouvernement également d'ici là. Mais enfin, il faut aussi, alors que le domaine, les partenaires sociaux revendiquent en permanence leur champ de compétences. Et ils ont raison. Et dès qu'un problème se pose, maintenant, ils se retournent vers le gouvernement. Alors, il faut un peu de cohérence, qu'ils commencent donc par aller jusqu'au bout de leur mission. Puis si ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher, ça peut être difficile, ça j'en conviens. Quand les caisses sont vides. Il ne s'agit pas de se laver les mains, mais il s'agit que chacun assume son rôle. Patrick Devedjian, tout à l'heure, lors des questions cribles au Sénat, vous avez été interrogé à plusieurs reprises, notamment sur la prime à la casse. Oui. Selon les chiffres des douanes, publiés ce matin notamment par les Échos, cette prime a surtout favorisé les importations de voitures, Renault ou Peugeot, petits modèles, assemblés ou construits à l'étranger. Les explications de Thomas Raguet, et puis votre réaction là également juste après. Les petites voitures ont eu le vent en poupe en 2009. Elles ont représenté 57% des ventes en France. Une hausse de plus de 10 points par rapport aux années précédentes. Des ventes gonflées par la prime à la casse associée au bonus écologique. Une bonne affaire pour les acheteurs, beaucoup moins pour l'emploi automobile en France car ces petites voitures sont largement produites hors de nos frontières. On s'est retrouvé avec des usines implantées en Roumanie ou en Slovénie qui n'avaient pas la capacité suffisante pour répondre à la demande, en allongeant des délais de livraison qui sont devenus considérables. Et de l'autre, où on a fait chômer les usines françaises, puisque la vente des petits véhicules est venue en quelque sorte mordre sur le reste de la gamme sur lesquels les marges sont les plus importantes. Car si les petits véhicules sont produits à l'étranger, c'est bien pour une question de rentabilité. En matière de petites citadines, la marge se calcule au plus serré. Cette gamme économique inférieure, l'année dernière, vous la trouviez de 7 000 € jusqu'à 15 000. Et on a fait le calcul sur une Clio 3, lorsqu'elle est produite en France à Flins ou lorsqu'elle est produite en Slovénie, la différence est de 1 400 €. Sur ces 1 400 €, vous avez 400 € de différence de salaire, 250 € de taxes professionnelles et 750 € de charges sociales. Si les Twingo, Clio et autres 107 ont largement profité à l'activité industrielle des pays de l'Est, certains modèles sont tout de même produits sur le territoire français comme la C3 ou la 207. Certaines chaînes de montage avaient même dû être rapatriées en France comme la Renault Campus afin de soulager les usines slovènes. Quand on regarde les chiffres, Patrick Devedjian, on dit que c'est plus qu'un paradoxe. L'État français subventionne l'emploi à l'étranger? Non mais d'abord, quand on explique, il faut expliquer complètement. Et donc quand on dit que ça a favorisé l'importation de véhicules, il faut dire que ça a favorisé l'importation de véhicules français.
Oui, mais produit à l'étranger. D'accord, mais français. Vous pouvez le dire quand même que ces voitures sont françaises. On a dit que c'est Renault, Peugeot. Et alors, quand vous aurez dit que c'est français, vous pourrez aussi ajouter que ces véhicules français construits à l'étranger sont aussi des véhicules construits avec des pièces qui sont fabriquées en France et qui sont envoyées à l'étranger où elles sont assemblées et qui reviennent ensuite en France. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus entièrement satisfaisant, j'en conviens volontiers. Est-ce que vous partagez Mais il faut aussi faire la part des choses. Oui. Quand vous construisez des voitures, il faut que vous soyez sur votre marché. Et notre but, nos constructeurs automobiles, ils ont besoin de vendre sur le marché mondial. Donc ils sont obligés de construire aussi à l'étranger. Oui, mais là, les petits modèles de Renault, de Peugeot qui sont vendus en France sont fabriqués à l'étranger. Mais c'est ce qu'a demandé le président de la République. C'est pour ça qu'il a convoqué M. Ghosn. Vous observerez d'ailleurs, c'est tout à fait paradoxal, c'est qu'alors que l'État est actionnaire à 15% de Renault, en réalité, un quart des Renault du marché français sont fabriqués en France, alors que chez Peugeot, c'est la moitié, dans lequel l'État n'est évidemment pas. Mais ça, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Moi, vous avez raison de faire confiance au gouvernement pour changer une situation qui était depuis si longtemps comme ça. Quand M. Schweitzer était président de Renault, on a même installé la holding, là, c'était même pas la fabrication, la holding de Renault en Hollande. Pour des raisons fiscales. Pour des raisons fiscales. Donc le gouvernement, il avait été directeur de cabinet de M. Fabius, donc le gouvernement français lui-même se méfiait de sa propre fiscalité et mettait les entreprises dont il avait la responsabilité à l'abri de sa propre fiscalité. C'est tout à fait savoureux. Donc vous pouvez compter sur le gouvernement pour essayer de remettre les choses dans l'ordre, mais il ne faut pas nous demander tout d'un seul coup. Un autre dossier, alors que l'on s'interroge officiellement sur les difficultés de la filière nucléaire française, notamment après le grave échec commercial d'Abu Dhabi, on assiste aujourd'hui à une bisbille entre Areva et EDF. Quelle est votre réaction, Patrick Devedjian? Ma réaction, c'est je pense que dans l'affaire d'Abu Dhabi, le EDF n'a pas bien joué son rôle. C'est ma conviction. De même que je ne suis pas satisfait par le fait qu'alors que la France a 58 réacteurs nucléaires, nous n'en avions récemment encore que 41 en service. Et évidemment, ça nous contraignait à importer de l'électricité alors que nous sommes le pays leader mondial en matière de production d'électricité nucléaire. De ce point de vue-là, EDF va sans doute prendre une nouvelle voie avec Henri Proliot. Je suis heureux justement que la stratégie d'EDF soit revue. Très bien. Et vous faites confiance à Henri Proglio? Je lui fais tout à fait confiance. D'abord parce qu'il a été capable de redresser Veolia, qui était dans une situation très difficile quand il en a assumé la responsabilité, je le rappelle. Et je crois, parce qu'il était aussi administrateur d'EDF depuis longtemps, qu'il est tout à fait capable de déterminer une stratégie gagnante. Et on a appris aujourd'hui que finalement il allait cumuler son nouveau salaire d'EDF et ses indemnités chez Veolia, un total de 2 millions d'euros. C'est peut-être annuel, c'est peut-être moins la somme qui pose problème, quoique elle est aussi sujette à polémique. Mais le gouvernement avait assuré initialement qu'il n'y aurait pas de cumul. Est-ce que ce cumul vous choque? Non, mais il est président du conseil de surveillance et non pas du directoire exécutif. Oui, mais il y a cumul de rémunération. On nous avait dit le contraire initialement. Il y a cumul de travail aussi, hein. Il y a cumul de travail. Bon. Pour moi, le sujet, c'est pas la rémunération d'un chef d'entreprise. Pour moi, le sujet, c'est le succès d'un chef d'entreprise. S'il fait gagner son entreprise, alors qu'il gagne aussi, ça me convient très bien. Mais par contre, s'il lui fait perdre de l'argent, s'il lui fait perdre des marchés, s'il n'est pas à la hauteur des enjeux, alors je suis choqué, même quand il gagne une somme beaucoup plus modeste. Patrick Devedjian, est-ce que vous regrettez d'avoir critiqué récemment le Conseil constitutionnel après sa censure de la taxe carbone? Mais pas du tout. Pourquoi vous savez, aujourd'hui, même sur votre chaîne, même le pape est critiqué. L'infaillibilité du pape, plus personne n'y croit aujourd'hui. Alors il n'y aurait plus que le Conseil constitutionnel, après le pape, à être infaillible. Moi, je crois au droit. Alors, je me suis adressé justement, à des questions de fond. Vous faites fi du droit quand vous critiquez le Conseil constitutionnel. Mais je pense que le progrès et le droit naît du commentaire. Vous voyez, le droit, c'est rien d'autre que le commentaire des décisions de justice. Même quand on est ministre de la République, ministre du gouvernement. Mais surtout quand on est ministre, parce que quand on est ministre, on est concerné par les décisions prises par le Conseil constitutionnel. Donc, si je comprends bien ce que vous me proposez là-haut... Ah, je vous propose rien, je vous interroge, moi. Mais, oui, mais votre question est lourde de sous-entendus. Donc, quand le Conseil constitutionnel examine le texte, le gouvernement n'est pas entendu.
Et donc il ne peut rien dire. Et puis après qu'il ait rendu sa décision éventuellement de censure, le gouvernement non plus ne doit rien dire. Donc nous sommes les muets du sérail, c'est le destin que vous nous promettez. En revanche, c'est la Constitution qui prévoit ça. Non, je vous montrerai dans la Constitution à quel endroit il est dit qu'on n'a pas le droit de commenter les décisions du Conseil constitutionnel. Ça m'intéresse. Vous me montrerez quel article de la Constitution je vous dit montre ça. Plutôt, je ne l'ai pas là sous les yeux. Je vous propose pas de le trouver. Ce que déclare Alain Juppé ce matin dans Les Échos, qui estime que dans aucun pays démocratique au monde, on ne s'attaque aux cours suprêmes. C'est sur Public Sénat, d'ailleurs, la semaine dernière. On ne s'attaque pas aux cours suprêmes, on commente les décisions du Conseil constitutionnel dans lesquelles il y a des membres à vie, dans lesquelles il n'y a pas de débat contradictoire. On a le droit de demander une amélioration. D'ailleurs, je vais vous dire, au cours de 50 ans de Constitution, le Conseil constitutionnel n'a cessé de s'améliorer. Pourquoi voulez-vous que ça s'arrête aujourd'hui et qu'on ne poursuive pas l'amélioration de son travail? Vous n'avez pas l'impression d'avoir franchi la ligne jaune? Est-ce que vous avez été encouragé, je ne sais pas, à critiquer le Conseil constitutionnel? On sait que Nicolas Sarkozy n'a pas retenu ses pics lors du Conseil des ministres. Ce n'est pas le sujet, je suis responsable de mes propos et je ne cherche pas... Parfois on peut être poussé un peu, encouragé. Je ne cherche pas à en faire porter la responsabilité par d'autres. Mais je vous dis simplement que, par exemple, un arrêt de la Cour de cassation, ça donne lieu à commentaire. Un arrêt du Conseil d'État, ça donne lieu à commentaire. Un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, ça donne lieu à commentaire. Je vous interroge un dernier commentaire politique, Patrick Devedjian. Est-ce que vous espérez un rééquilibrage du Conseil à l'occasion du prochain renouvellement de 3 de ses membres? Je pense que nous franchirons une étape qui sera un vrai progrès la prochaine fois. Ah oui, pourquoi? Parce que pour la première fois... En fonction des nominations? Oui, mais très simplement, parce que pour la première fois, les membres vont passer devant une commission et feront l'objet d'une audition publique contradictoire. Et je crois que c'est un très bon procédé et c'est le président de la République qui a voulu cette amélioration. Donc vous voyez qu'on peut améliorer les choses. Et vous ne craignez pas de voir revenir cette fois-ci d'anciens opposants à Nicolas Sarkozy, puisque c'est le titre dont vous avez affublé l'actuel président du Conseil constitutionnel? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Vous avez dit qu'il avait participé quand même à l'opposition. J'ai dit, non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. J'ai dit j'ai dit, et je le maintiens, que lorsque une instance comme le Conseil constitutionnel voyait ses membres nommés, par exemple, Monsieur Debré, qui est le président du Conseil constitutionnel, a été nommé par le président Chirac, qui siège à ses côtés au Conseil. Eh bien, on ne peut pas. Et il y a de l'autre côté Monsieur le Président Giscard d'Estaing. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il est totalement détaché de toute incidence politique. C'est un fait que tout un chacun peut constater. Voilà, c'était Patrick Devedjian qui persiste et signe. Merci. Vous savez, sans le droit à la critique, il n'y a aucun éloge valable. Merci. On va parler maintenant du Parti socialiste. C'est la séquence décodage avec Jean-François Dorido d'Ipsos qui publie un baromètre politique dans Le Point, apparaît cette semaine, très intéressant. Vous pouvez rester avec nous encore 2 minutes.